Je vais lancer un sondage s'il faut présenter le professeur Daniel Chartier. Ça me fait très grand plaisir d'écouter. Donc j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler du magazine Domesday qui est publié à Goose Bay. J'ai pas apporté un exemplaire avec moi. Ce sont des petits magazines photocopiés, pliés de 8,5 par 11. Donc, Pierre parlait de l'origine de la revue Littorale et que Donald voulait une belle revue. Il n'aurait pas été très, très satisfait avec Domesday, mais le contenu est à peu près celui qu'on retrouve dans Littoral à différents égards. Donc, je trouve intéressant parce qu'on connaît très peu du Labrador et c'est important de voir la comparaison. Donc, la conférence d'aujourd'hui, je vous parlerai d'abord de la définition qu'on a du Labrador, une définition historiquement qui a beaucoup varié et qui nous a séparés aujourd'hui du territoire du Labrador, mais ça n'a bien sûr pas toujours été le cas, et de regarder ensuite d'autres questions liées davantage à la revue Domesday. Donc, le Labrador est, de notre point de vue, en tout cas d'ici, un voisin nordique qui est fascinant, méconnu et parfois très semblable à la Côte-Nord. Il exerce un double effet de repoussoir et de miroir qui, tour à tour, révèle la porosité qui existe entre les deux territoires. Deux géants définis par deux côtes qui se poursuivent l'une dans l'autre, des rives du fleuve Saint-Laurent à celle de l'Atlantique vers l'Arctique. Les deux fronts de mer qui ont fait peur et qui ont fasciné et résisté aux Européens qui arrivaient en Amérique et qui se définissent tous les deux, ainsi que l'écrit Pierre Rouxel, comme un pays dans le pays. L'un s'inscrit dans le Québec, la Côte-Nord, et l'autre est rattaché à Terre-Neuve. Donc, j'aimerais illustrer le rôle joué par la revue Domesday, publiée à Goose Bay, dans la mise en valeur des écrits labradoriens, ainsi que dans l'émergence, je prends l'expression de Pierre appliquée au Labrador, parler d'écrits labradoriens, non pas de littérature labradorienne, et c'est ce qu'ils font aussi quand ils présentent les choses, dans l'émergence d'une identité culturelle par la littérature. Donc, dans un premier temps, la définition de Labrador, ensuite la valeur du regard interne dans l'imaginaire du Nord. Donc, ce sont des territoires, à mesure qu'on monte dans l'Arctique, qu'on connaît de l'extérieur, mais très peu de l'intérieur. Et c'est vrai pour presque toutes les régions nordiques, en raison notamment de la faible population, mais aussi du mandat des objectifs de la revue Domesday, de l'importance, des difficultés et de l'ampleur de ces activités, pour terminer sur la mise à jour des contours d'un Labrador qui est défini comme multiple, et du rôle des écrits dans la définition d'une identité régionale. Lorsque Henri de Puyjalon écrit en 1892 son savoureux essai « Récit du Labrador », il fait en fait spécifiquement référence à l'actuelle Côte-Nord. Les changements de nom et de frontières mouvantes exigent souvent des explications historiques. En fait, le Labrador désigne tour à tour, au cours des siècles, l'entièreté de la péninsule du Québec, puis la vaste région qui va du Saguenay jusqu'à la pointe de Killiniq, soit un littoral, lorsqu'on compte les baies et les îles, qui fait plus de 10 000 km, en plus d'un vaste intérieur, puis, au gré des décisions politiques et coloniales, ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte-Nord, a fini par se détacher du Labrador. C'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, sur la carte, c'est cette vaste région qui part du Saguenay. La plupart la connaissent, mais donc, on pouvait voir que finalement, le Labrador a été défini jusqu'à la pointe de Killiniq, donc un territoire immense, même à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde les cartes, à la fois la carte officielle du Québec, donc il y a comme un puzzle ou un casse-tête, et on a le Labrador qui est séparé et qui s'inscrit en creux dans la carte du Québec, mais encore ce territoire géographique existe. Donc la Côte-Nord se détache du Labrador et le Labrador lui-même devient une région qui se rattache ensuite à Terre-Neuve avec des frontières qui ne sont pas toujours reconnues de part et d'autre. Donc habité par des différentes populations, Inuits, Inuits, Naskapi, Irlandais, Écossais, Français et Anglais,
des Acadiens et des Québécois, des missionnaires moraves et des marchands et pêcheurs d'un peu partout. C'est une région dite de ressources, donc comme la Côte-Nord, qui a défini au cours des années une identité qui lui est propre, forte de cet assemblage culturel varié dans lequel les textes et la littérature ont joué un rôle déterminant. Cette identité s'inscrit en parallèle de celle de la Côte-Nord, et vous voyez de façon très semblable, et souvent en appui et en opposition à celle de Terre-Neuve. Depuis 1975, donc, paraît à Goose Bay une revue qui publie des écrits labradoriens 4 fois l'an, de manière à réaliser un mandat de mise en valeur du passé, de l'histoire, de la géographie, des personnages du Labrador par le biais des récits et des études. En accompagnement de la revue, qui compte aujourd'hui plusieurs dizaines de numéros, les éditeurs publient quelques livres de patrimoine littéraire du Labrador, comme le Grenoble, et organisent des activités d'animation. Ce faisant, en défendant la valeur du regard interne sur une région surtout vue comme riche de ressources, presque inhabitée et éloignée, du moins de l'extérieur, les éditeurs de Domesday contribuent à la formation d'une identité régionale forte, définie comme multiple et plurilingue. En plusieurs aspects, ce travail ressemble donc beaucoup à ce qu'on réalise à cette île. Paru dans le 5e numéro de la revue en 1980, le poème A Salute to Labrador, hommage au Labrador de Sarah Howell, originaire des Spotted Islands, un archipel au large de Black Tickle, permet de découvrir un bon nombre des thèmes et qui parcourent le projet entier de Domesday. La définition de l'identité complexe du Labrador, l'énonciation régionale par l'écrit, ici le poème de cette dernière, la mise en question du regard externe sur le territoire, qui n'y voit qu'une région ressource, la multiplicité des cultures qui y convergent, une approche personnelle et modeste de l'énonciation littéraire, mais aussi un sentiment revendicateur, nous sommes dans les années 80, tous des thèmes qui dévoilent des points de tension. Le poème de Howell s'ouvre sur des lieux communs de l'imaginaire du Nord. Le fait que le Nord aurait été peu raconté jusqu'à maintenant, à l'écrit, l'énonciation d'un point de vue simple sur la littérature, qui balise le poème avec humour tout en le dédouanant de toute prétention. Donc, les traductions sont les miennes, je m'excuse de l'imprécision. Je vous lis en anglais pour ces parties. Our country has seldom been told in song, qui est un lieu commun de l'imaginaire du Nord toujours. Just a short ditty, I cannot do more than to pen a salute to our own Labrador. Et cette phrase revient souvent dans les écrits régionaux de « je ne peux pas en faire plus ». C'est une contribution modeste à ce qui est autour de moi, mais je la fais quand même pour construire quelque chose. S'ensuit une adresse à ceux qui sont arrivés au Labrador, désignés comme des étrangers, qui dévoilent comment les Labradoriens voient les différents peuples qui les ont fréquentés. Ce qui surprend ici, habitués que nous sommes au discours québécois, qui amalgame les Anglais comme un tout homogène, est au contraire les distinctions qui sont faites et qui rappellent un cas beaucoup plus complexe. You Frenchmen, you English, you Irish, you Scots, you came without asking, but then, sure, why not? A fine bunch of foreigners. La présence de ces visiteurs vient avec des visions du monde, un regard extérieur alimenté de références géographiques, culturelles et linguistiques propres à chacun, mais qui n'appartiennent pas au Labrador. On le voit très bien dans l'extrait qui suit, donc seule une vision de l'intérieur du pays, écrit Howell, saura bien traduire le Labrador. Elle écrit « You sing of your highlands, your lochs and your braes. You sing of Killarney and sweet Galway Bay. You, mes amis, sign of your amour, but you will just sing of old Labrador. But we will just sing of old Labrador. » So, vous parlez de l'Écosse, vous parlez de la France quand vous arrivez en évoquant notre pays. Ce qu'on aimerait, c'est parler du territoire qui est devant nous et comment l'évoquer. Il ne faut pas croire que ces étrangers se limitent aux Européens. Dans l'esprit revendicateur politique de cette période, cette liste inclut également les Terre-Neuviens, vus comme des occupants temporaires. Right now, we are governed by old Newfoundland, but there will be few change if we take our stand. Ce regard extérieur n'affecte pas que les représentations culturelles qui s'en voient détournées du regard interne des populations du Nord. Ces étrangers ont aussi une vision simplifiée du Nord, le désignant historiquement comme un désert blanc, la terre que Dieu a donnée à Caïn,
comme l'écrivait l'explorateur français Jacques Cartier, est aujourd'hui définie comme une région ressource. Trois façons de simplifier le Nord qui est devant nous. À l'inverse de l'amour que leur portent ses habitants, qui y voient pourtant la beauté. C'est encore, there are many who say it's the land of God gave to Cain, but foreigners came here for riches and gain. That's all they came for, but there are much more for their beauty apparently in all Labrador. Je pense que quand vous avez des ouvriers qui arrivent sur la Côte-Nord, on pourrait très aisément leur dire ça aussi. Vous venez pour la richesse et tout ça, mais petit à petit, vous allez peut-être découvrir l'amour de la région. Il ne faut pas pour autant croire qu'il s'agit d'un rejet des Anglais, Écossais, Français, Irlandais, Terre-Neuviens. Au contraire, écrit Orwell, l'ensemble de ces peuples, comprenant bien sûr ceux qui sont originaires du lieu, j'y reviendrai, forment un tout multiple qui est cette côte rocailleuse du Nord. We love you. Elle s'adresse aux Français, aux Anglais, etc. We need you. Of this, be assured. For without you, there would be no Labrador. Ça semble paradoxal. Vous êtes là, vous êtes des étrangers. Vous arrivez pour les mauvaises raisons. Nous, on aime bien le Labrador, mais sans vous, on n'existe pas. Ce court poème s'inscrit donc par l'expression littéraire, que ce soit un poème, chansonnette sarcastique, peu importe, tout un programme pour l'écriture labradorienne. Faire le plein des tensions, des points de vue, bien mettre de l'avant la distinction entre le regard extérieur et celui de l'intérieur, établir une hiérarchie des points de vue et surtout tenter de circonscrire par l'écriture une géographie, une histoire, des pratiques et une culture. C'est là, en quelques mots, tout le projet de Domesday, au fil des années, de 1975 à aujourd'hui, s'est ramifié en revues historiques, littéraires, de recherche, d'archives, de revendications communautaires, culturelles, d'édition, d'animation culturelle et de fer de lance d'une définition du Labrador. Notamment par la mise de l'avant de l'écrit régional, en partie qui ressemble en partie à celui de la Revue d'histoire de la Côte-Nord et en partie à celui du Grenoble. Dans tous les cas, et malgré la faiblesse, sinon l'absence de lien entre les deux régions, se sont élevés deux projets aux mandats, objectifs et activités très semblables dans ce qui, historiquement, on désignait comme une seule grande région du nord-est de l'Amérique du Nord. Le magazine Domesday a été fondé donc en 1975 à Goose Bay au Labrador. Il a publié 150 numéros, quelques livres et organisé plusieurs activités. Édité par Doris Sanders et appuyé par une organisation pour la plupart bénévole sur tout le territoire, la revue a poursuivi depuis maintenant près d'un demi-siècle le mandat de documenter les pratiques anciennes des premiers moments du Labrador. L'objectif premier. L'étendue du mandat de Domesday s'est élargie avec les années, mais comme il s'agit d'une publication, le rôle de l'écrit et par conséquent du récit et de la littérature demeure dominant. Bien que les éditeurs ne fassent pas explicitement mention de l'émergence en accompagnement de leur projet d'une littérature labradorienne, le mot est jamais là, le fait demeure que le rôle donné aux récits, poèmes, chansons et études de toutes sortes finit par constituer un corpus d'écrits aux réflexions sur l'histoire du Labrador. Encore une fois, ça ressemble à ce que Pierre disait. Par la notion d'écriture, la littérature devient un fondement qu'on ne nomme pas, mais qui finit par se créer elle-même par l'accumulation. Sur son site web actuel, la revue écrit que les thèmes qui l'intéressent sont vastes, en autant que l'appartenance géographique au territoire soit maintenue. On retrouve ainsi un lien, à l'image de celui du Grenoble, entre un territoire, des pratiques, des histoires, des récits et des formes d'écriture. Le rapport au passé ne doit pas être vu comme restrictif, bien au contraire. Par exemple, dans un poème intitulé « Damn Days », il y en aura plusieurs tout au long de la revue, Sarah Howell rappelle que ce regard vers le passé doit être vu de manière positive, comme une manière de construire une identité culturelle actuelle, écrite par les gens du Labrador. Les éditoriaux de la revue définissent les buts de cette mission, orientés vers le présent et l'avenir, pour définir l'identité du Labrador. Je cite ici en français, par les illustrations, les poèmes et le style de vie que le magazine tente de mettre au jour, il existe une vraie force, une particularité et un caractère qui demeurent et qui peuvent définir l'épine dorsale du Labrador. En somme, la revue vise à dévoiler les pratiques et la culture du Labrador par les textes, souvent personnels et géographiquement localisés, de manière à créer un lien entre territoire et récit. Sanders écrit ainsi en 1976 « Notre humble philosophie est basée sur le vieux proverbe selon lequel
Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez jamais où vous allez. Cet objectif implique un renversement des perceptions sur le Labrador, notamment celui du lieu commun de la terre vide, de la terre de camp, qui parcourt les siècles. Parmi bien d'autres, Pearl Bailey publie en 1980 un poème qui vise à lutter contre cette idée de la terre vide et inhospitalière. Elle écrit, à l'intention spécifique de Jacques Cartier, « Revenez, quand votre esprit sera libre, sur nos rivages accueillants, revenez et sentez le parfum des roses du Labrador. » Certains textes portent aussi, à la manière des poèmes nord-côtiers de Noémie Pomerleau-Cloutier, sur des situations socio-historiques difficiles, comme celle des territoires qui se vident. La mémoire qui se perd quand elle n'est pas mise à l'écrit. Byron Chalk publie par exemple une chanson en 1980 qui témoigne de cette désespérance. Personne... C'est vrai. Personne n'habite là. Personne n'habite là. Plus personne n'habite là. C'était autrefois la maison d'un trappeur connu sous le nom de Pearl River. Mais plus personne n'habite là. Aux côtés de ces poèmes, des récits personnels sur les villages, des familles, les médicaments traditionnels, des histoires fabuleuses, des fantômes, des contes, des personnages du Labrador. Et partout, une volonté de ne rien laisser sous silence. Pas un village, un port, un lieu-dit, une maison qui ne peut susciter un récit pour raconter une histoire. Cela suppose de la part des éditeurs de Domesday de multiples appels à envoyer des articles, chansons, photographies, mais aussi au fil des années des séjours sur le terrain pour recueillir des histoires orales qui sont ensuite transformées en textes écrits. Des appels à l'aide sont publiés à presque tous les numéros pour une assistance éditoriale au sein de la revue, pour susciter des abonnements, la distribution des exemplaires et envoyer des textes. En 1977, les rédacteurs font ainsi appel aux jeunes des écoles pour qu'ils envoient des récits de l'histoire de leur village. En 1978, on demande l'envoi de chansons en anglais, en Inuktitut et en Inuaiman du Labrador. La même année, on lance un appel à l'identification des photographies d'archives publiées dans la revue, identification qui conduit à de nouveaux récits sur les photographies. Donc toujours l'écrit reprend le dessus. L'importance de l'action de Domesday se mesure de différentes manières. La longue durée de la publication témoigne à elle seule de la pertinence du mandat. Ici et là, dans ces pages, on retrouve aussi les traces de la réception de la revue et de ses activités parmi la population du Labrador, mais aussi dans les milieux culturels et archivistiques. L'étendue impressionnante des activités qui sont organisées au fil des ans en dit aussi beaucoup sur le dynamisme de l'équipe éditoriale, mais également sur les difficultés permanentes de financement, de recrutement et de renouvellement dont elle a dû faire face. En 1976, un lecteur écrit à la revue pour témoigner à quel point celle-ci est importante pour le Labrador et qu'il a souhaité une telle mise sur pied depuis des décennies. C'est, selon lui, la première étape dans la rédaction d'une histoire générale du Labrador. Donc, la revue précède la rédaction d'une histoire générale qui deviendra une histoire culturelle par la suite. La même année, les éditeurs dévoilent leur tirage, et là on fera des jaloux, 4000 exemplaires imprimés, principalement distribués dans le Labrador, qui à l'époque a une population de 33 000 personnes. Donc, tu me demandais qui lit les livres, 4000 exemplaires sur tout le territoire de 33 000 personnes, ce qui est bien sûr considérable. Un tableau publié en 1980 indique que la revue est vendue dans 40 endroits, parfois des magasins, chez des correspondants, de 26 villes et postes du Labrador, en plus de 7 endroits de 3 villes de Terre-Neuve et à Halifax. Il faut ajouter à cela, bien sûr, les abonnements, qui est la principale voie de distribution de la revue. En plus d'une initiative culturelle, littéraire et historique de grande importance, Domesday jouait donc d'une véritable et vaste diffusion populaire. Le rôle de la revue dans la préservation historique régionale est reconnu au fil des ans. En 2006, le directeur Lom Ellett écrit que l'organisation de Domesday est alors considérée comme les archives régionales de la plus grande importance. Ce rôle de pôle culturel est renforcé par la distance qui sépare le Labrador du reste du monde. Encore une autre particularité de la Côte-Nord, l'isolement géographique fait que la région se constitue comme elle-même. Cette reconnaissance n'atténue pas les difficultés que les animateurs de Domesday ont à faire face pour poursuivre leur travail. Dès 1984, la direction de la revue rappelle que le succès n'implique pas les ressources. De nombreux admirateurs de Domesday
sont surpris par la fragilité de notre situation. Ils partent du principe qu'un travail d'une telle importance est suffisamment financé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plusieurs appels à l'aide, de fréquentes annonces de soutien partiel d'abonnés, de gouvernements, d'associations rappellent la nécessité d'un financement de base pour réaliser un travail régional. Ainsi, dès le deuxième numéro de la revue, la revue se définit comme un magazine trimestriel incroyablement en sous-effectif. Ça rappelle l'équipe de 3 du Greenock encore. En 1977, on craint pour la survie du projet. Nous pourrions avoir un peu de mal à rester à flot. C'est en partie pour réaliser pleinement son mandat et remédier à l'absence de financement adéquat que Domesday se lance alors dans de multiples et variées activités d'animation et de publication au fil des années. Le personnel et le conseil de Domesday essaient sans cesse de trouver de nouvelles idées pour recueillir de l'argent afin de faire perdurer Domesday. Ainsi, en plus de publier le magazine 4 fois par année, on lance une collection de livres, dont Sketches of Labrador Life de Lydia Campbell en 1981, qui est le premier texte inuit du Labrador. On organise un festival Domesday en 1979. On aimerait avoir un salon du livre régional, un musée de l'animation historique, des Times, des soirées traditionnelles. On publie un livret d'informations sur le Labrador touristique, des calendriers, un livre de recettes, un livre à colorier, des drapeaux, etc. Tout était fait pour animer. En 1980, on produit une série de 30 cassettes audio avec les textes de la revue On imite tout, un peu comme les balados. En 81, on annonce la publication d'un lexique de Labrador et on vend des drapeaux, des épinglettes, etc. Et on réimprime des numéros à 1000 exemplaires chacun qui sont demandés par les gens. Donc en 1978, l'Université mémoriale de Terre-Neuve annonce la création d'un centre régional à Goose Bay, donc l'Institute for Labrador Studies. Domesday s'y associe pour organiser une première exposition de photos. En retour, l'Institut finance la revue sur une base régulière à raison de 10 000 $ par année. L'institutionnalisation du mandat de la revue conduit donc à un rapprochement avec l'université, désormais présente au Labrador, et renforce son organisation. Derrière le vaste projet de Domesday se dessine aussi une volonté de définir l'identité et les pratiques mémorielles et d'écriture du Labrador, un tout composé de cultures multiples. À la manière de la Côte-Nord, fruit de la coexistence d'Inuits, Québécois, Acadiens, anglophones et autrefois des Inuits, le Labrador trouve sa raison d'être dans les populations diverses qui vivent sur un même territoire nordique et dont on retrouve les textes dès les premières pages, comme dans Littoral. Traverse ces discours du Labrador un régionalisme, voire un nationalisme, fait d'histoire locale, d'identification au territoire, de revendications culturelles et politiques, y compris contre Terre-Neuve, qui le gouverne aujourd'hui. À la manière des différentes odes au Labrador qui seront publiées ici là dans les pages, comme celle de Harry Paddon, reproduite dès le premier numéro, on veut célébrer ce territoire par l'écrit. Dear land of mountains, wood and snow, Labrador, our Labrador. God's noble gift to us below, Labrador, our Labrador. On retrouve dans le premier numéro de la revue un article qui pose la raison d'être de la valorisation des textes. Dans cet article, on établit une chronologie du territoire, probablement le premier du Nouveau Monde à avoir été découvert, qui remonte aux peuplements autochtones, mais aussi à la présence européenne dès 986 avec les Vikings, puis avec John Cabot, dont l'un des marins est venu des Açores et qui s'appelait Lavrador. Donc le marin de Cabot serait, selon la légende, celui qui donne le nom ensuite à Labrador. C'est une des légendes sur le Et ensuite, avec Jacques Cartier en 1534, et ensuite les Frobisher, Knight, Gibbons, Hudson qui s'en sont suivis. Cette chronologie permet de dresser un héritage des cultures en présence. Inuits, Islandais, Portugais, Anglais, Français, Écossais, Irlandais. On mentionne aussi le seul lien terrestre du Labrador avec le Québec et la Côte-Nord par le chemin de fer de cette île. Les écrits de toutes ces cultures se retrouvent dans les pages. Le projet éditorial de la revue vise donc à renverser la simplification des représentations du Labrador alors qu'il est habité par des personnes d'origine diverses qui en ont fait le lieu de leur existence. Il est temps que le reste du Canada et le monde réalisent que le Labrador est un territoire où les gens vivent. Nous sommes très fiers de nos trois cultures, Inuit, indienne et des settlers. Nous avons un mode de vie unique. Nous espérons que cette revue aidera les autres à voir ce que nous sommes et à comprendre pourquoi nous voulons conserver ce qui nous appartient.
Dès la deuxième année, paraît dans Domesday les premiers textes en Inuaimun, suivis de leur traduction en anglais, puis dans le numéro suivant, le troisième, des textes en Inuktitut. Cela inaugure une nouvelle stratégie éditoriale qui vise à représenter les différentes langues du territoire et non plus seulement l'anglais, et à s'engager à publier dans chacun des numéros au moins un texte dans une des trois langues du Labrador, l'anglais, l'Inuaimun et l'Inuktitut. D'autres articles font état de l'héritage basque du Labrador, partagé avec la Côte-Nord, ainsi que de petites présences francophones que l'on devine par des noms des auteurs, Maria Brazo, Alice Thorwald Perrault, Marie Duramesque, Harold Hamel, etc., qu'on retrouve, et par le récit personnel, comme celui de Mary Jane Jones. Je suis né à L'Anse-aux-Claires au cours des années 1898. Mon père était un Canadien français et ma mère vient de Terre-Neuve. Donc, des histoires personnelles. Cette pluralité des cultures se veut aussi inclusive de l'ensemble des petites communautés parfois éloignées. À la manière de Littoral, encore une fois, qui s'ouvre au discours de la basse Côte-Nord, les éditeurs de Domesday souhaitent inclure des textes provenant de tous les villages. En 1978, ils indiquent qu'ils aimeraient bien disposer d'un budget pour se rendre partout sur le territoire pour recueillir des récits, mais qu'à défaut de cela, nous espérons qu'éventuellement, chaque communauté sera représentée. Bien que le mandat principal, en conclusion de Domesday, vise à mettre en valeur le passé du Labrador, cela passe principalement par l'écrit, en plus de quelques illustrations, photographies et cartes. Les écrits labradoriens, qu'ils soient reproduits d'autres sources, inédits et envoyés pour publication à la revue, ou encore recueillis par des correspondants dans les villages, finissent par former un corpus unique au Labrador. Il s'agit surtout de textes courts qui portent sur des actions, des personnages ou des pratiques. On a aussi ainsi entre les récits personnels, les photographies, les poèmes, quelques études, des histoires de village et parfois des histoires surnaturelles ou extraordinaires. Ces dernières, qu'on appelle les unusual, élargissent l'intérêt pour l'histoire et le factuel vers des mondes rêvés qui se rapprochent de la fiction. On peut donc résumer le projet d'écriture de Domesday en disant qu'il concerne d'abord la publication originale de récits personnels et la reproduction de textes du patrimoine du Labrador. Dès le premier numéro, une forme de recherche thématique se met en branle, par exemple autour des remèdes maison particuliers à ce territoire. Ici encore, c'est par le récit centré sur les pratiques du passé et sur l'écrit personnel que se réalise l'objectif de définir le corpus labradorien. Peu importe les motifs et les raisons qui motivent ces recherches, le résultat demeure le même. La production d'écrits labradoriens pour les besoins de Domesday, qui finit par dessiner les contours des caractéristiques de ce nouveau corpus qui se voit quelques années plus tard patrimonialisé par des rééditions sous forme de texte. Cela ressemble, vous le voyez bien, à bien des points du projet du Greenock, de la Revue Littorale et de Cahiers de la Côte-Nord, qui sont deux projets régionaux pour une région historique qui partagent plusieurs référents historiques, mais qui définissent en parallèle des corpus d'écrits dans le Nord qui leur sont propres.